La neutralité carbone. On entend ce mot absolument partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Est-ce qu'on peut vraiment, comme par magie, effacer notre pollution juste en sortant le portefeuille? C'est une question simple en apparence, mais qui est au cœur d'un énorme casse-tête climatique. Voilà la grande promesse de la compensation carbone. Une émission de CO2 ici pourrait être annulée par une action positive là-bas, comme planter un arbre. Simple, efficace, non? Voyons un peu comment ce mécanisme est censé fonctionner. Tout part d'une idée qui, il faut l'avouer, très séduisante. L'idée qu'on pourrait simplement rééquilibrer les choses. Un peu comme sur une vieille balance. On met nos émissions polluantes d'un côté et de l'autre une action pour le climat. Et voilà, l'équilibre est rétabli. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, c'est assez simple. Imaginez une entreprise. Elle achète ce qu'on appelle des crédits carbone. Avec cet argent, on va financer un projet quelque part dans le monde, le plus souvent planter des arbres pour absorber du CO2. Et hop, l'entreprise peut dire qu'elle a compensé sa pollution. Sur le papier, l'équation est parfaite, n'est-ce pas? Sauf que, comme on va le voir, la réalité, elle, est beaucoup plus compliquée. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air. Même le GIEC, qui est quand même la référence mondiale sur le climat, valide cet outil. Mais, et c'est un grand mais, à une condition très claire. Ça ne doit servir qu'à compenser les émissions qu'on appelle irréductibles. Celles que, avec la technologie actuelle, on ne peut vraiment pas éviter. Il faut bien garder ça en tête pour la suite. Bon, on a vu la théorie, le rêve. Maintenant, il est temps de se confronter à la réalité du terrain. Et c'est là que les choses se corsent. Et les critiques sont nombreuses. D'abord, un problème de timing. Une tonne de CO2 qu'on émet aujourd'hui, eh bien un arbre mettra des décennies à l'absorber. Ensuite, il y a l'impact social, qui peut être terrible. Des projets de plantation qui chassent des communautés de leurs terres. Ajoutez à ça le fait qu'il est incroyablement difficile de mesurer précisément combien de carbone est vraiment capturé. Et on arrive au risque principal, que tout ça ne soit qu'une belle excuse pour continuer à polluer comme avant. L'expression est choc, mais elle résume parfaitement le problème. La compensation peut devenir un permis de détruire. En gros, tant que je paye, j'ai le droit de polluer. L'outil climatique se transforme alors en simple passe-droit et au final, rien ne change vraiment. Prenons un exemple bien concret pour que ce soit clair. En République du Congo, un projet de plantation d'arbres mené par une grande entreprise énergétique est accusé de priver les populations locales de leurs terres ancestrales. Le paradoxe est terrible. Ce sont souvent les pays du Sud, ceux qui polluent le moins, qui se retrouvent à payer le prix fort pour les émissions des pays du Nord. Face à toutes ces limites de la compensation volontaire, une autre idée a fait son chemin. Une approche beaucoup plus directe, et si on obligeait tout simplement les pollueurs à payer? C'est le principe de la tarification du carbone. Ici, la différence est énorme. On n'est plus dans le volontariat où on finance un projet si on veut. Non, là, c'est obligatoire, c'est la loi. L'idée n'est plus de compenser après coup, mais de donner un coup direct à la pollution, soit via une taxe, soit via un marché où les entreprises s'échangent des droits à polluer. Et cette idée, elle progresse. Début 2024, on comptait déjà 78 systèmes de ce genre dans le monde, à différentes échelles. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur, c'est certain. Alors, est-ce qu'on a enfin trouvé la solution miracle avec ce système obligatoire? Eh bien, comme tout à l'heure, passons ça au détecteur de réalité. Regardons les chiffres. En 2023, tous ces mécanismes ont rapporté 103 milliards de dollars aux États-Unis. C'est une somme énorme. On pourrait se dire, super, voilà de quoi financer la transition écologique. Oui, mais attendez de voir le chiffre suivant. Que pèsent ces 103 milliards face à un autre chiffre? Celui des subventions mondiales aux énergies fossiles. En 2023, l'argent public qui a servi à soutenir le pétrole, le gaz et le charbon a atteint 572 milliards de dollars. C'est plus de 5 fois plus. C'est un peu le grand écart, non? D'un côté, on fait payer la pollution, et de l'autre, on la subventionne massivement. Une contradiction politique assez flagrante. Mais revenons à nos 103 milliards. Où va cet argent? La bonne nouvelle, c'est que plus de la moitié, 56%, va bien à des projets verts. Le reste, c'est soit redistribué à la population, soit ça part dans le budget général de l'État, soit ça sert à baisser d'autres impôts. C'est la question cruciale. C'est bien d'avoir des systèmes en place, mais est-ce qu'ils couvrent vraiment le problème? Et là, la réponse, c'est un peu une douche froide. Regardez bien, sur le papier, 28% des émissions mondiales ont un prix. Mais ce chiffre est trompeur. Car dans la pratique, il y a plein d'exemptions, de quotas gratuits donnés généreusement à certaines industries. Si on regarde ce qui est réellement taxé à un niveau efficace, on tombe à 6%. Le constat est sans appel. L'énorme majorité de la pollution mondiale reste, dans les faits, gratuite. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Entre la compensation volontaire, qui a plein de défauts, et la tarification obligatoire, qui est encore très limitée, où est la vraie priorité? Le GIEC nous le rappelle sans cesse, et c'est essentiel. Dans cette lutte, chaque petite victoire compte. Chaque fraction de degré de réchauffement qu'on peut éviter est absolument cruciale. Le point le plus important à retenir, c'est sans doute celui-ci. Il y a une hiérarchie.
un ordre des choses à respecter. La priorité absolue, le socle de toute action climatique sérieuse, c'est de réduire les émissions à la source. La compensation, ça ne doit venir qu'à la toute fin. Pour cette petite part de pollution qu'on ne peut vraiment pas empêcher. Pour le dire plus crûment, compenser sans avoir tout fait pour réduire, ce n'est pas de l'action climatique, c'est du greenwashing. C'est se payer une bonne conscience à bon compte sans s'attaquer à la racine du problème. Et on termine avec cette question qui est finalement la seule qui vaille. Si on comprend que le simple fait de payer, que ce soit via la compensation ou une taxe trop faible, n'est pas la solution miracle, alors ça nous oblige à nous poser les vraies questions. Celles sur les changements profonds à opérer dans nos manières de produire, de nous déplacer, de consommer. Comment passe-t-on du paiement symbolique à la réduction réelle? C'est tout l'enjeu.